profil très atypique pour INRIA. Et je ne suis pas un spécialiste de l'espace, je suis plutôt... mes travaux ont porté plutôt sur l'architecture du web. Et c'est en m'intéressant à l'architecture du web que j'ai assez souvent rencontré la question de l'espace et de la difficulté finalement à poser le web peut-être comme un territoire, à l'appréhender, éventuellement donc ensuite à le cartographier. Et que j'ai rencontré également tout un ensemble de métaphores spatiales qui ne convenaient pas forcément au web. Donc je vais essayer aujourd'hui, alors il y a la question d'Internet et du web, hein. Si on parle du web, on va être amené à parler d'Internet, même si je vais davantage me focaliser sur le web aujourd'hui, qui reste un objet assez mal connu, je pense. Son architecture, ses grands principes demeurent encore assez peu enseignés, notamment, assez peu médiatisés. Les personnes qui ont créé le web, on connaît Tim Berners-Lee, mais on ne connaît finalement que lui, donc on ne connaît pas vraiment cette histoire non plus. Il n'y a pas vraiment d'histoire du web qui a été écrite. Quelques histoires intéressantes par les acteurs eux-mêmes, mais c'est tout. Donc je vais essayer de problématiser ces questions aujourd'hui et tout au long de mon exposé, montrer quelles sont les difficultés finalement à aborder le web sous un angle spatial traditionnel et en tout cas essayer de mettre en avant les questions qu'il pose. Sans prétendre là encore usurper une place qui n'est pas la mienne. Alors j'ai commencé cet exposé avec quelques cartes. Bon, là encore je ne vais pas faire l'exégèse sémiotique. J'ai pris une carte comme celle-ci, évidemment, on aurait bien du mal à se repérer avec une carte comme celle-là, qui est une carte d'Internet. Alors si vous tapez Internet et carte en anglais, vous allez tomber sur cette carte en premier, et puis sur la carte que je vais vous montrer ensuite en deuxième, et qui est une carte, en fait, on vous montre un petit peu qui est un réseau, donc des éléments interconnectés, et les nœuds de ce réseau, ce sont des adresses IP. Donc des adresses IP, ça veut dire les adresses qu'ont certaines machines, qui reçoivent certaines machines, qui sont des adresses tout à fait concrètes, qui correspondent à des éléments aussi tout à fait concrets, qui sont des ordinateurs, des routeurs ou des serveurs, qui sont les éléments qui constituent notamment avec les protocoles les couches réseau d'Internet. Et donc finalement, ce qu'on va figurer ici, c'est de quelle manière ces éléments concrets sont reliés les uns aux autres. Ce qui est intéressant, c'est que si vous faites une recherche sur web et carte, web map, vous allez tomber sur la même carte en fait, pour indiquer d'emblée qu'il y a une confusion en fait, qui est faite très souvent entre Internet et web. Et donc je vais essayer évidemment de distinguer les deux pour commencer. Alors une autre carte, cette fois-ci c'est une carte du web, World Web Map 2007, et qui est une carte en fait qui essaie de montrer quels sont les plus gros sites en fonction des continents, et qui est une carte en fait du trafic sur ce qu'on appelle des sites web. Alors on va voir que sur le web à proprement parler, il n'y a ni page ni site. Donc évidemment, quand on propose des cartes comme celle-ci, il faudrait expliquer quelles sont les opérations qui sont effectuées pour pouvoir figurer ce type de réalité. Je vais y revenir un petit peu plus tard. Alors, pour commencer, donc, distinguons rapidement Internet et le web. Alors, je ne sais pas si on peut avoir un moment interactif dans une conférence comme celle-là, mais je ne sais pas combien d'entre vous font la différence entre Internet et le web. Vous pouvez peut-être lever la main pour ceux et celles qui font la différence. Oui. Donc, plutôt des chercheurs spécialisés. Alors, la différence, j'ai posé quelques questions. L'un des deux correspond plutôt à une infrastructure, éventuellement un réseau de réseaux, c'est le nom d'Internet, c'est l'idée même d'interconnecter des réseaux, mais en fait on peut considérer que le web est aussi un réseau de réseaux. Lorsqu'on parle du net, on ne sait pas vraiment de quoi on parle, est-ce qu'on parle d'Internet véritablement, est-ce qu'on parle du web, souvent les deux sont mélangés, ils n'ont pas été inventés par la même personne et l'un des deux est un projet américain, l'autre non. Donc, Internet va être en fait l'infrastructure qui va permettre ensuite au web d'exister.
va constituer un réseau avec différents protocoles qui vont permettre de faire transiter des données avec une communication qu'on appelle une communication par paquet. Je ne vais pas rentrer dans les détails techniques de ces éléments, mais Internet a pris la suite en fait, d'un réseau qui était le réseau ARPANET, un réseau de recherche dans les années 60 à peu près, et Internet est né à peu près dans les années 70. C'est un projet américain qui a été créé, alors évidemment par beaucoup de personnes, mais on tend à distinguer deux inventeurs en particulier, les inventeurs du protocole principal, le protocole TCP/IP, à savoir Vint Cerf et Bob Kahn, qui sont d'ailleurs tous les deux vivants encore aujourd'hui, et Vint Cerf notamment travaille aujourd'hui chez Google, un géant du web. Le web, quant à lui, est né plus tard. Alors, les dates de naissance du web varient. On retient 1989, 1990 ou 1991. Et comme on fête l'anniversaire du web tous les 5 ans, ça veut dire qu'on fête à peu près l'anniversaire du web 6 fois par décennie, ce qui est plutôt agréable. Il a été conçu par un informaticien, quelqu'un qui n'était pas chercheur, Tim Berners-Lee, qui était informaticien au CERN, donc le centre de recherche sur boson de Higgs, ce genre de choses, en Suisse, mais côté français. Et il a été créé donc comme un système d'information par un informaticien contractuel du CERN, donc pas du tout un chercheur, à destination des chercheurs pour notamment leur permettre d'échanger leur production documentaire de manière plus aisée que ne le permettaient les systèmes existants. Donc il y a à peu près, on va dire, 15-20 ans d'écart entre la naissance du web, et la naissance d'Internet d'abord et la naissance du web ensuite. Et le web, donc initialement, est créé par un Anglais en Europe et devient ensuite un projet international. On a coutume de dire que le web est une application d'Internet, c'est-à-dire que c'est une couche logicielle qui a besoin du réseau Internet pour exister, via lequel les données vont transiter, mais les applications, les contenus vont être créés sur le web. Évidemment, j'en dirai davantage au cours de cet exposé. Alors, cartographier Internet, finalement, bon, on peut essayer de faire des cartes comme celle-ci, des cartes en mettant en réseau simplement les machines qui font fonctionner Internet. Est-ce que ces cartes ont une pertinence ou non? Ça, je laisse à votre sagacité. Je vais plutôt me pencher sur le web ici, qui pose un certain nombre d'autres questions quant au rapport qu'il entretient à l'espace, et qui est un rapport tout à fait particulier dans la mesure où on a eu tendance souvent, notamment par un biais documentaire, d'assigner au web un rapport très particulier à l'espace, qui était finalement d'en faire une sorte de monde documentaire ou de grande bibliothèque, qui n'a en réalité jamais véritablement été. L'idée étant, alors j'ai mis ce schéma ici pour représenter une interaction typique sur le web. L'idée étant qu'on partirait d'un utilisateur qui cliquerait sur un lien, ce qu'on appelle généralement un lien hypertexte, sur son navigateur, qui formulerait une requête à un serveur qui contiendrait typiquement un document. Ce document serait ensuite téléchargé et, alors j'ignore un certain nombre de complexités qui sont ajoutées ici au schéma, mais qu'ensuite ce document, une fois téléchargé, serait visualisé, rendu, on appelle le rendering, serait rendu dans le navigateur et consulté par un lecteur. Et donc on aura un cycle comme ça où on cliquerait sur un lien qui correspondrait à une adresse web, qui irait chercher le document quelque part, le rapporterait dans le navigateur et nous permettrait de le consulter. Donc on aurait un espace documentaire, il s'agirait de se mouvoir dans cet espace documentaire. Qui dit espace documentaire dit bien qu'on a un rapport particulier à l'espace, et d'ailleurs c'est un petit peu cette métaphore-là qui va dominer. Elle était d'ailleurs présente à l'époque quand les créateurs du web, Tim Berners-Lee, on peut parler de Robert Cailliau également, qui a travaillé avec lui au début, ont imaginé le web, et comme on va s'en rendre compte dans quelques temps. Dans cette perspective, et en prolongeant cette perspective finalement de construire un espace documentaire, ce qui était l'idée initiale de Tim Berners-Lee, même si on va le voir tout à l'heure, les moyens n'étaient pas forcément ceux de la documentation traditionnelle. Dans cette perspective-là, on peut imaginer fabriquer des cartes, en mettant des guillemets homocartes du web, et c'est ce qu'ont essayé un certain nombre de chercheurs au fil du temps, qui ne sont pas des géographes, et le type de carte que l'on va bâtir
du web, ce ne sont pas des cartes fabriquées par des géographes, mais ce sont des chercheurs, notamment en scientométrie, donc, qui évaluent la production des chercheurs, cherchent des métriques pour évaluer la production des chercheurs, qui sont liés aussi à la question de la bibliométrie dans le monde de la documentation. Donc on a un scientomètre qui a créé un algorithme pour mesurer le poids et l'influence des chercheurs. Narine, qui a proposé des définitions de l'influence d'une revue qui leste les citations d'un poids relatif à la revue citante. Donc, plus une revue citée par une revue prestigieuse, plus elle-même est prestigieuse. Donc il a fabriqué un algorithme autour de ça. C'est un algorithme qui n'a pas été utilisé initialement, sauf par quelques scientomètres, mais à peu près un quart de siècle plus tard, en 99, dans ces eaux-là, un petit peu avant même, Larry Page, le cofondateur de Google, avec Sergey Brin, a proposé de mettre de l'ordre dans le web, dans cet espace documentaire, en décrivant l'algorithme de classement de Google, le fameux PageRank, pas rentrer dans l'analyse du PageRank, mais qui utilisait des principes mathématiques assez proches de ceux de la mesure de l'influence qui avait été pensée par Narine plusieurs années auparavant. Et ces similarités avaient été notées pour la première fois par John Kleinberg, qui est un chercheur informatique très connu dans ce domaine. Donc, l'idée qui a été proposée, ça a été le grand basculement proposé par Google. C'était au lieu de mesurer les liens, soit le contenu sémantique, c'est-à-dire les mots-clés présents dans des pages, mais ce qui posait tout un tas de problèmes, non pas de mesurer non plus les liens sortants, c'est-à-dire les liens vers lesquels une page renvoie, ça a été au contraire de mesurer les liens entrants, c'est-à-dire qui va citer une page. Et donc plus vous êtes cité par une autorité importante, plus vous allez vous-même acquérir de l'importance, et on va pouvoir comme ça opérer une sorte de classement du web par ordre d'importance. Donc ça c'est évidemment l'histoire initiale au début. Ensuite Google a acquis un modèle économique, et puis les gens ont compris que ce classement lui-même induisait des conséquences assez importantes sur la manière de figurer le web et de donner accès aux éléments qui se trouvaient sur le web. Et donc il y a eu ensuite une course entre le fait de faire un peu de rétro-engineering pour comprendre ce mode de classification et d'en jouer, et le fait pour Google d'éviter qu'on prenne en compte cette mesure pour essayer de rester le plus objectif possible. Mais en tout cas, cette mise en ordre initiale du web est passée finalement par cette métaphore documentaire qui a fait qu'on a pensé le web et la manière de le figurer sous l'angle d'un réseau, et ce qui a correspondu en fait aussi à une intelligence du web qui en faisait un hypertexte. C'est-à-dire qu'on avait des pages qui étaient en réseau, des documents qui étaient en réseau les uns avec les autres, et on allait mesurer, comme on le faisait dans l'activité scientifique, quelles étaient les pages qui avaient le plus de poids en fonction des citations qu'elles recevaient d'autorités importantes. Alors la question à laquelle ça me mène immédiatement, c'est de savoir si effectivement le web, au départ, est véritablement un hypertexte. Parce que là, finalement, pour le spatialiser, pour en rendre compte, pour l'ordonner, on est obligé de passer par la métaphore documentaire. La question qui se pose, c'est, mais initialement, quand on regarde véritablement les principes de l'architecture du web, est-ce que le web est véritablement un hypertexte qui correspond à ce type de réseau? Alors la réponse qui s'impose immédiatement, c'est oui, bien sûr. Il suffit de regarder la dénomination des protocoles du web pour voir que le protocole HTTP, donc le protocole de transfert, qui est le protocole de communication, on va dire entre client et serveur, mais c'est un petit peu plus compliqué que ça, est un protocole qui s'appelle Hypertext Transfer Protocol. De même, le langage initial du web, le langage le plus important, HTML, a pour acronyme donc Hypertext Markup Language. Donc la notion même que le web est un hypertexte est apparue très tôt dans la dénomination même de ces standards. Bien sûr, je suis désolé, j'ai quelques slides qui restent en anglais. Bien sûr, le web a notamment été présenté lors de la 3e conférence ACM Hypertext en 1991, donc ça paraît plutôt évident. Alors, en réalité, le web c'est une démo du web et un poster qui ont été présentés lors de cette conférence, dans la mesure où le web qui avait été soumis sous forme de papier à l'époque, le papier soumis par Tim Berners-Lee et Robert Cailliau avait été rejeté de la conférence ACM Hypertext parce qu'on considérait que ce n'était pas un bon hypertexte, qu'il était trop simple, et donc il avait passé le cap, mais difficilement. Alors, bien sûr, dans la mesure où
Tim Berners-Lee et les pionniers du web, eux-mêmes, quand ils ont raconté leur épopée, la création du web, se sont inscrits dans une filiation hypertextuelle en citant les pères finalement de l'hypertexte, ou supposés être les pères de l'hypertexte, comme Vannevar Warbush par exemple, dans les années, fin des années 40, Ted Nelson qui a conçu le terme hypertexte dans les années 60, qui a travaillé un hypertexte qui n'a vu le jour que très récemment, Xanadu, ou encore il faudrait mentionner ici Douglas Engelbart, qui est le papa de la souris, lui l'inventeur de la souris, mais qui en fait a une contribution à l'informatique qui est beaucoup plus importante que ça, dans la mesure où il a inventé des stations de travail pour lesquelles il a notamment créé la souris, mais avec une pensée de l'informatique qui est une pensée du couplage entre l'homme et la machine, qui reste une pensée tout à fait intéressante, notamment dans la perspective des travaux en ergonomie. Alors, oui, mais est-ce que c'est vraiment un hypertexte? Quand on regarde l'hypertexte par excellence, qui relie des documents, qu'a conçu, ou qui a essayé de concevoir Ted Nelson, un espace documentaire dans lequel on peut essayer de citer des documents et en citant ces documents finalement de créer un nouvel espace documentaire avec des droits adaptés à la citation, avec des possibilités de micro-paiement justement pour pouvoir inclure des citations dans ses propres documents, etc., pour créer des mash-ups. Eh bien, on se rend compte que les fonctionnalités qui ressortent sont des fonctionnalités qui en fait ont disparu du web. Parmi ces fonctionnalités, on a l'idée qu'on pourrait, dans un hypertexte, faire des liens bidirectionnels, c'est-à-dire que lorsque deux éléments sont reliés, eh bien, ils sont reliés dans les deux sens, et donc quand on bouge l'un, eh bien, le lien continue à exister et ça ne pose pas de problème. Une autre fonctionnalité, c'est l'idée de la transclusion. Ted Nelson dit un lien connecte deux choses qui sont différentes. La transclusion connecte deux choses qui sont une seule et même chose. Et donc c'est pour ça qu'elles restent connectées, parce que c'est une seule et même chose. Également, d'emblée, il avait pensé à ajouter un nouveau mode de management du copyright, des micro-paiements, ajouter une couche de sécurité, mais aussi un système de versionning, donc permettant de voir toutes les éditions des documents de ce monde documentaire, et aussi un éditeur de contenu, un petit peu comme Microsoft Word si vous voulez, pour pouvoir éditer du contenu et en créer. Simplement, Xanadu, son système n'a jamais été implémenté jusqu'à très récemment, donc 2014, une version qui fonctionne à peu près sur le web. On peut considérer que le web, c'est d'une certaine façon Xanadu à l'état sauvage, c'est-à-dire qu'il est beaucoup plus simple d'une certaine façon, il ne retient pas toutes ses fonctionnalités, il les abandonne, mais il a permis de fonctionner. Il a fonctionné à une échelle tout à fait importante. On va y revenir. Alors, je vais essayer de revenir maintenant sur quelques-uns des grands principes qui sont les grands principes du web et qui finalement sont en contradiction avec à la fois la vision documentaire et la vision spatialisante que j'ai pu montrer jusqu'à maintenant, qui ne sont pas forcément contradictoires avec cette vision, on va le voir, elles la rendent aussi possible, mais pour la rendre possible, il faut penser les opérations qui doivent intervenir à cet égard. Alors, la standardisation et la naissance du web. Donc la standardisation du web remonte à 1994. Jusque-là, le web existait dans des implémentations locales, dans des communautés qui s'échangeaient du code, notamment le code qu'avait créé Tim Berners-Lee au départ. Il a créé les premiers serveurs web, il a créé les premiers navigateurs web, il a créé le protocole HTTP et il a créé le langage HTML. Donc un ensemble les identifiants du web. Donc un ensemble de briques qui restent les briques de base du web, mais qui à l'époque ne constituaient pas des standards. C'était des proto-standards, si vous voulez. Et donc n'importe qui pouvait les manipuler, les faire évoluer, les transformer pour les améliorer, etc., etc. Et donc, en 1994, fin 1994, Berners-Lee a eu l'idée de créer un consortium, le W3C, le World Wide Web Consortium, pour que le web n'existe plus simplement sous la forme d'implémentation locale, mais qu'il existe d'abord dans les standards. Et donc, ça a donné lieu immédiatement à une vague de standardisation, et on a commencé à standardiser les éléments fondamentaux du web, donc ce que l'on désigne généralement comme étant son architecture, à savoir donc le protocole de base du web, le protocole HTTP,
Le système de nommage du web à base du RI, même si l'acronyme a évolué dans le temps, on a parlé du RI, du DI, du RL, du RN, du RI, d'IRI, d'IRL, et voilà. Qui à chaque fois présentait des conceptions différentes du système de nommage à la base du web. D'ailleurs, dans les standards, on ne parle d'URL que pendant à peu près 3 ans. Donc, quand on parle d'URL pour parler des liens du web ou des adresses du web, en réalité, l'idée que le web est un web d'adresse n'a duré que 3 ans. Donc, j'y reviendrai également. Et donc, ça a donné naissance au premier standard concernant notamment le protocole HTTP et les URI. Et c'est à ce moment-là que le système de nommage, qui à l'époque était un système de nommage à base d'URI, donc ce qu'on appelle des identifiants, Uniform Resource Identifier, des identifiants de ressources uniformes, a été scindé en deux entre URN et URL. C'est-à-dire entre des URL qui étaient conçus comme des adresses, donc les adresses permettant d'accéder typiquement à des documents, et des URN, c'est-à-dire des noms propres, des identifiants bibliographiques ne donnant pas accès à des contenus, par contre permettant d'identifier sur un mode utilisé par exemple en bibliothèque, permettant d'identifier des contenus qui ne changent pas, comme des œuvres, typiquement des œuvres. Par exemple, on peut avoir un identifiant pour la recherche du temps perdu ou d'autres éléments de ce type. Cette distinction reposait en fait sur une opposition entre des contenus accessibles sur le web et des contenus qui ne sont pas accessibles sur le web, qui sont des contenus en dehors du web et donc qui n'ont pas le droit de citer sur le web. Mais cette distinction en fait n'a pas véritablement tenu, puisque on a standardisé les URN et les URL en 94 et 95. Et en réalité, avec cette vision vraiment documentaire, une vision documentaire à la fois de contenu documentaire accessible et de contenu documentaire dans les bibliothèques inaccessibles. Mais cette vision n'a pas tenu pour des raisons que j'ai indiquées, et les standards ont été révisés très tôt, en 1997 et 1998, et donc je l'expliquais, les URL finalement ont disparu des standards du web. Donc ça fait maintenant à peu près 18 ans qu'on ne parle plus d'URL dans les standards, même si évidemment dans le langage commun on continue évidemment à avoir cette idée qu'on a affaire à des adresses, qu'on a affaire à des URL. Donc les URL étaient des adresses de choses accessibles, typiquement des pages web, des documents, et en même temps conçues comme des choses qui changent sans cesse. Parce qu'on avait très tôt conscience sur le web, on n'avait pas du tout l'idée qu'on avait affaire à un web statique initialement, mais on avait très tôt conscience que les contenus sur le web changent sans arrêt. Pour paraphraser Héraclite, on peut dire qu'on ne consulte jamais 2 fois une même page web, on ne se baigne jamais 2 fois dans une même page web, et en un sens, c'est vrai. L'autre élément, donc je l'ai dit, les URN sont des noms d'objets, à la fois des objets dans le monde, ou des concepts intangibles, inaccessibles, ou des œuvres, des choses qui ne changent pas, et évidemment on peut penser à la recherche de temps perdu. Mais en fait, cette distinction a été rapidement abandonnée pour une raison tout à fait intéressante et au cœur du web, pour la raison suivante: si on parle des URN, les architectes du web se sont dit que finalement c'était bien d'avoir des identifiants permettant d'identifier des contenus de manière stable, parce qu'identifier des contenus de manière stable c'est toujours utile, notamment en informatique. En revanche, ce qui était intéressant sur le web, c'était aussi de pouvoir accéder à des contenus. Donc identifier des contenus sans pouvoir accéder à leur description, par exemple, c'était d'une certaine façon renoncer à une des fonctionnalités principales du web. Donc ils se sont dit, autant continuer à avoir des identifiants qui identifient des éléments pérennes et qui permettent d'accéder à des contenus à leur sujet. Et éventuellement des contenus qui pourront être eux-mêmes changeants. Et de l'autre côté, ils se sont dit, mais on peut tout à fait, quand on a des adresses, on accède à des contenus, ces contenus sont eux-mêmes changeants, mais rien ne nous interdit, par exemple, d'accéder, nous voulons que nos adresses puissent nous donner accès à des contenus qui sont des contenus non pas portant sur des documents, mais éventuellement sur des éléments du monde, des objets du monde. Donc par exemple, des contenus qui vont porter sur Tim Berners-Lee. Évidemment, si je clique sur une adresse qui me parle de Tim Berners-Lee, Tim Berners-Lee ne va pas apparaître dans mon salon. Par contre, je vais avoir un contenu qui va me décrire Tim Berners-Lee ou me parler de Tim Berners-Lee, le créateur du web. Donc, leur idée était qu'il n'y avait pas de raison de scinder de cette manière
des adresses et des identifiants, et que les adresses pouvaient tout à fait livrer des contenus à propos de choses comme Tiberiusly qui sont relativement stables et que l'on pouvait néanmoins décrire. Et donc cette distinction entre des éléments qui sont hors du web et des éléments qui sont sur le web avec à chaque fois leurs identifiants ou leurs adresses respectives, cette distinction finalement s'est effondrée très rapidement dans les standards et a laissé place à une autre conception. C'est une distinction qui est intéressante parce qu'elle nous ramène vers justement des métaphores spatialisantes, toujours dans le domaine documentaire. Ici, l'espace est véritablement un espace documentaire. Et j'avais repris, alors il m'arrive de donner des formations, et j'avais repris ce slide, cette image de gens qui donnent des formations sur le web, en ajoutant mes commentaires en rouge, donc qui était peu amène, je l'avoue. C'est d'anciens collègues en plus, donc il ne faut pas... Je fais ça de manière totalement anonyme. Mais c'est un point tout à fait intéressant dans la mesure où ce qu'on vous présente ici, donc c'est typiquement ce qu'on appellerait une URL, donc ce que vous avez dans votre navigateur quand vous consultez des contenus sur le web. Vous voyez http://w quelque chose, vous n'êtes pas obligé d'avoir le W d'ailleurs. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait dans l'idée de scinder les éléments constituant cette URL, alors ce qu'on appelle en fait une URI, un identifiant, et on va voir que ces éléments tels qu'ils étaient scindés ici, dans une conception un peu documentaire, renvoyaient à chaque fois à un ancrage spatial. Alors, je vais reprendre ça rapidement. Le premier élément, c'est le HTTP. Alors, on nous disait, HTTP, c'est le protocole d'accès. Alors, en fait, oui, c'est le protocole d'accès, mais pourquoi j'ai barré quand même pour dire non, pour faire preuve de mauvais esprit? Tout simplement parce que ce qui se situe à cet endroit-là peut ne pas être un protocole d'accès. C'est ce qu'on appelle un schéma d'URI et qui peut lui-même ne pas être un protocole d'accès. Donc, toutes les URI ne donneront pas accès à des éléments concrets sur le web. Et donc, c'est quelque chose de plus générique que parler d'un protocole d'accès. Si on parle de schéma d'URI et pas de protocole, c'est parce que tous les schémas ne correspondent pas à des protocoles. Donc, on se situe déjà à un niveau d'abstraction plus important. Et cette idée d'emblée qu'on se situe à un niveau d'abstraction plus important, c'est une idée qu'il va falloir garder en tête. On nous dit ensuite qu'on a .bps et que .bps, c'est le nom du serveur. Il y aura un serveur quelque part, une machine qui va contenir un document, que cette machine a pour nom BPS. Et que ce nom se retrouve ici, en fait, dans ce qui va constituer un chemin d'accès vers un document. Donc, véritablement, une adresse avec différents éléments spatiaux, emboîtés les uns dans les autres, comme des poupées russes, et on va déplier ces éléments, et à la fin, on va trouver le document que l'on cherche. Simplement, BPS, ce n'est pas du tout un nom de serveur. BPS, c'est un nom de domaine. Donc, c'est un nom que l'on choisit, qui n'est pas du tout lié à un serveur. C'est un nom de domaine, comme moi, j'ai un nom de domaine qui s'intitule webandphilosophy.org, que j'ai choisi, que j'ai loué, mais qui ne correspond pas du tout à un serveur qui porterait ce nom quelque part dans le monde. Le deuxième élément, c'est .org. On nous dit que le serveur relève d'un organisme. On va dire que c'est juste, même si c'est un peu plus compliqué que ça. Et le troisième élément, c'est .uk, et on dit en fait que là, on sait que le serveur, avec cette indication, est situé au Royaume-Uni. On a un serveur, ce serveur, il est lui-même situé au Royaume-Uni. Ce qui est faux, puisque je peux tout à fait avoir un site qui est enregistré en Angleterre, avec un serveur qui se trouve à Abu Dhabi, chez un hébergeur qui est à Abu Dhabi, et demain, si je change d'hébergeur, c'est un hébergeur chinois, il se retrouvera en Chine. Donc là encore, il y a une disparité entre cette vision documentaire et la réalité. Et puis ensuite, on a des répertoires imbriqués les uns dans les autres, un répertoire publicat, un répertoire periodicas, un répertoire psych, jusqu'à ce qu'on arrive à un nom de fichier. Donc on a des répertoires, voilà, sur notre base de données, et à la fin, on arrive à un nom de fichier qui va être un fichier qui va être ouvert, qui porte le nom psy9_97.htm, et en ouvrant finalement ce fichier, eh bien, on va accéder au fameux contenu auquel on souhaite accéder. Alors, il peut y avoir des répertoires qui s'intitulent publicat, mais en même temps, rendre visible ce détail technique, c'est s'interdire de changer l'architecture de sa base de données derrière, en calquant l'adresse l'URI sur la base de données, et donc ça veut dire qu'au bout d'un moment, parce qu'on sera forcément amené à changer sa base de données, on va donner une information fausse à même l'URI. Donc en général, ce qu'on fait, c'est qu'on ne montre pas cette information, comme ça, si on change la base de données, eh bien on n'est pas obligé de changer ces URI. Ce
qui était arrivé par exemple sur le site de France Culture. France Culture avait un site avec des URI pour toutes ces émissions, etc. Ils ont changé d'habillage. Comme ils ont changé d'habillage, derrière, ils ont aussi changé de base de données. Je dis comme, ils auraient pu ne pas changer de base de données et conserver la même avec un habillage différent, mais ils ont changé aussi leur base de données. Comme toutes leurs URI étaient écrites à partir de détails techniques en interne, qui étaient donc les chemins d'accès des bases de données, eh bien, toutes les URI du site ont changé. Ce qui veut dire, en d'autres termes, que le premier site de France Culture a disparu et que le nouveau site, qui avait simplement changé d'habillage, l'a remplacé. C'est-à-dire que tous les contenus qui avaient essaimé sur le web ont disparu. Et ça, c'est venu du fait que justement, on s'était appuyé sur les détails techniques, donc spatiaux, pour rendre compte de l'organisation, qui elle-même est métaphorique, de la base de données, pour écrire les identifiants du site, alors que si on avait offusqué ces informations, on aurait pu avoir des identifiants plus abstraits, modifier la base de données en interne sans le donner à voir aux utilisateurs et conserver le même site et conserver les mêmes ressources. Et évidemment, ça fait partie des mauvaises pratiques. Donc ici, plus on met de détails spatiaux dans les identifiants, plus ceux-ci vont se perdre de leur pérennité et en fait devenir rapidement inutilisables. Alors, la manière dont en fait l'architecture du web va résoudre la tension entre finalement des adresses et des identifiants, c'est en posant le fait qu'en réalité, une URI identifie ce qu'on appelle une ressource, qui est un objet, si vous voulez, abstrait. Donc ça peut être Tim Berners-Lee, ça peut être la page d'accueil du monde, ça peut être n'importe quoi, mais qui est vu sous un angle abstrait, et que cet objet a un état au moment où il est consulté. Par exemple, la page d'accueil du monde, si je la consulte aujourd'hui ou si je la consulte demain, va me donner accès à des contenus tout à fait différents, même éventuellement la page de Tim Berners-Lee sur Wikipédia. Par exemple, entre le jour où il démissionne de son poste et le jour où il est toujours en poste, évidemment, il y aura des informations différentes. Et l'élément auquel je vais accéder, c'est ce qu'on va appeler donc la représentation de la ressource. Donc il y a toujours une forme d'indirection entre le contenu auquel on accède et l'identifiant, puisque l'élément stable, c'est la ressource, elle est abstraite, c'est ce à quoi on renvoie, et ce à quoi ensuite on va accéder via le web, ça va être des représentations plurielles en nombre illimité, potentiellement, de cette fameuse ressource. Donc on peut renvoyer à n'importe quel type d'objet, et ensuite en donner des descriptions que l'on souhaite plus ou moins adéquates. D'ailleurs, ça a été posé par les architectes du web eux-mêmes, cette idée finalement que sur le web, on manipule des ondes. C'est-à-dire que quand on ouvre le capot sur le web pour trouver ce qu'il y a, quand on déplace finalement ces poupées russes dont je parlais tout à l'heure, on n'arrive pas à un serveur qui est situé en Angleterre sur lequel il y aurait le document qu'on doit consulter. On pourrait lui-même représenter sur une carte de l'Angleterre avec mon serveur, et puis je pourrais zoomer à la manière de Google Maps et trouver cet ordinateur avec cette adresse IP, etc. Mais non, parce que même si l'adresse IP est en Angleterre, en fait mon hébergeur lui-même a une adresse IP qui est en Chine et donc en fait se situe véritablement en Chine. Donc les deux sont découplés. Et donc la réponse qu'a donnée Roy Fielding, qui a en fait repensé l'architecture du web et ses standards fondamentaux, qui a une place tout à fait fondamentale à l'échelle de l'architecture du web, ça a été de dire que finalement une ressource est un objet abstrait, un concept ou carrément une ombre, et qu'en fait, la question qui se pose dans ce cas-là, c'est mais comment est-ce qu'on manipule une ombre? Parce que si je veux accéder à un contenu, si Tim Berners-Lee, la page d'accueil du monde, etc., tout ça, ce sont des ombres, alors comment est-ce que je vais accéder à des contenus? Et sa réponse est de dire que, eh bien, dans ce cas-là, la ressource elle-même est manipulée par l'intermédiaire de ces représentations, c'est-à-dire des éléments auxquels on peut avoir accès. Donc on articule des éléments qui sont accessibles et des éléments qui sont inaccessibles. La ressource qui est inaccessible et des éléments qui sont eux-mêmes accessibles. Donc il y a une coupure, finalement, et une distance entre la ressource et ses représentations, une distance que l'on ne peut jamais combler, on ne peut jamais accéder à toutes les pages d'accueil du monde, ça n'a pas de sens, dans la mesure où c'est en consultant la page d'accueil du monde qu'on va générer une représentation qui, lorsqu'on va reconsulter la page d'accueil du monde, va changer. Alors évidemment, il y a des contenus plus ou moins statiques. Pour des contenus plus statiques, on peut avoir l'impression que les contenus, en fait, ne vont pas changer, mais même les contenus statiques, eux-mêmes, demandent tout un travail, parce que si vous ne payez pas votre hébergeur, si vous ne maintenez pas votre site en vie, le contenu statique va disparaître. Donc tout sur le web est à la fois dynamique et en même temps menace de disparaître. Donc ce qui est au cœur finalement de l'architecture du web, c'est une forme de spatialité, puisque c'est une forme de distance entre les ressources et leur représentation. Alors on peut penser à une analogie, moi j'avais étudié ça dans ma thèse notamment, avec ce qui se passe dans le cadre d'une promesse.
vous avez des travaux de philosophie et de sociologie qui sont intéressés à cette question. On peut prendre l'analogie de la promesse et dire qu'au cœur du web, il y a cette idée à la fois de confiance et de promesse que l'on peut accéder à des contenus qui sont des contenus pertinents. Si je vais sur la page d'accueil du Monde, je ne sais pas quel sera le contenu auquel je vais accéder, mais je sais que c'est un contenu qui sera pertinent au regard de ce qu'on annonce, que c'est la page d'accueil du Monde, etc., etc. Et donc l'idée que finalement la ressource est de l'ordre d'une virtualité, comme une promesse, qui va être elle-même comblée ou satisfaite par un contenu concret, actuel, qui va satisfaire la promesse en question. Une promesse, c'est ça, vous faites une promesse, et ensuite quelqu'un pose une action concrète qui va en fait satisfaire ou non la promesse qui est de l'ordre du virtuel qui a été posée. Eh bien, au cœur du web, on a un peu ce type de relation, enfin même beaucoup ce type de relation. Donc, quand on cherche à savoir qu'est-ce qu'une URI nomme ou désigne, eh bien, étant donné que le web n'a pas de système de contrôle de version des documents, et donc il n'y a pas une URI par document qui est transformée, il y a une URI par ressource et qu'ensuite les contenus évoluent sans qu'on leur assigne à chaque fois un identifiant propre. Il n'y a pas de système non plus d'archivage du web qui irait avec ce système de gestion des contenus. Comme les contenus changent dans le temps ou disparaissent, ce qu'on appelle les changements diachroniques, comme les contenus peuvent changer également à un moment donné parce que en fonction de la manière dont on va des paramètres de consultation d'un contenu, le contenu va s'adapter. Ça peut être, il va s'adapter parce que ça a été prévu par l'organisme qui a publié un contenu, c'est ce qu'on appelle la négociation de contenu. Vous pouvez paramétrer la langue, le format d'une représentation. Donc vous ne savez pas a priori à quoi vous allez accéder, vous ne savez pas a priori s'il n'y a qu'un seul contenu, parce qu'en fait il peut se scinder en fonction de votre demande, mais c'est vrai aussi, donc ça c'est un élément du protocole HTTP, mais c'est vrai aussi que la personnalisation des contenus en fonction de vos paramètres, par exemple sur Google ou ailleurs, fait que eh bien, les contenus auxquels vous avez accédé, ou si vous y accédez sur mobile plutôt que sur PC, etc., vont s'adapter en fonction de votre demande. Donc il n'y a pas un seul contenu qui serait, encore une fois, présent sur le serveur. Il y a sur le serveur, en fait, la possibilité d'aller chercher, d'agréger des contenus pour les générer en fonction de votre demande. Donc on ne sait pas, a priori, à quoi on va accéder. Il y a un dispositif qui précède l'interaction, mais c'est l'interaction qui va faire que le contenu auquel vous allez accéder à un moment donné va être celui-ci et pas un autre. Par ailleurs, ce qu'on appelle des liens, en fait, ce ne sont pas des liens, ce sont des pointeurs, c'est-à-dire des éléments qui vont pointer vers une ressource et donner éventuellement accès à ces représentations. Un lien associe deux éléments, d'accord ? On est assuré qu'il y a deux éléments. Or, sur le web, on n'est jamais assuré qu'il y a deux éléments. On n'est jamais assuré que l'on va forcément accéder à quelque chose. Ce à quoi on devait accéder va peut-être disparaître. Et donc, on va avoir un pointeur qui ne donnera pas accès à quoi que ce soit. Et cet élément-là est tout à fait important puisque ça permet d'envisager que le web est un système décentralisé. Si tout était connecté sur le web à la manière d'un hypertexte, il faudrait qu'une autorité centrale s'assurera que ce soit bien le cas. Or, sur le web, n'importe qui peut publier des contenus, et donc, dire que n'importe qui peut publier des contenus, ça veut dire que, éventuellement, l'accès à ces contenus peut échouer à un moment ou à un autre. Il n'y a pas d'autorité garante que tout est interconnecté. Encore une fois, il y a cette dialectique entre l'interconnexion, qui est un petit peu la vision en réseau, avec ces cartes qu'on a vues au début, et la vision hypertextuelle, et puis ce qui est au cœur de l'architecture du web, qui est au contraire la césure, la séparation entre des éléments qui sont de nature un petit peu différente. Ce qui veut dire aussi le fait de désigner des ressources abstraites, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, mais ça veut dire que la nature des objets que l'on identifie sur le web est illimitée, c'est-à-dire on peut identifier des concepts, des personnes, des êtres de fiction, des documents, etc., et donner accès à des contenus qui vont, d'une certaine façon, les instaurer, vont être pertinents par rapport à ce qu'on cherchait. Donc si je reprends mon schéma initial, on voit bien qu'en fait, on n'a pas un contenu qui est présent sur un serveur, puisque ce contenu lui-même peut se démultiplier en fonction des spécificités de ma requête, que ce contenu lui-même peut être lié à d'autres contenus qui sont liés sur des serveurs à l'extérieur et donc qui vont les agréger, qui eux-mêmes sont soumis aux mêmes aléas et donc peuvent disparaître et ne sont pas gérés par la même autorité que celle qui gère le serveur en question. Donc là encore, on n'a pas d'autorité qui s'assure que tout est interconnecté et donc on n'a pas affaire à une relation entre un identifiant, un contenu sur un serveur, mais au contraire, un identifiant, un contenu abstrait et des contenus multiples qui peuvent l'identifier. Si je donne quelques exemples rapides de ça, vous voyez par exemple, je peux avoir des identifiants qui vont identifier une personne. C'est le cas par exemple, donc Fabien Gandon, c'est mon chef
chez INRIA. Donc on a une URI qui identifie cette personne. Lemonde.fr, en fait, ça va donner accès à la page d'accueil du Monde qui va changer constamment, qui est faite de multiples flux d'actualités, d'articles qui sont publiés sans cesse, de commentaires qui arrivent. Enfin, c'est un contenu en ébullition. Et puis, vous avez un exemple intéressant où on identifie un moment. On identifie un moment, point, un moment de manière abstraite. Alors là, c'est une vision abstraite du temps. Et ensuite, vous dites où vous vous trouvez. Et en fonction du lieu où vous vous trouvez, eh bien, vous allez avoir l'heure qui correspond à ce moment. Et donc, ce qui permet notamment de passer de faire des conférences à distance, puisque chacun a des horaires différents, mais on peut comme ça savoir, en fonction d'un moment partagé, quels sont les horaires qui correspondent à ce moment commun. Donc j'ai dit, les conséquences, c'est que l'erreur 404, en fait, donc l'erreur qui fait que vous n'accédez pas à un contenu parfois sur le web, ce n'est pas un bug, ce n'est pas un défaut du web, c'est une fonctionnalité extrêmement importante du web qui garantit que le web est un système décentralisé, qu'il y a une distinction entre la ressource et ses représentations et que éventuellement on peut ne pas accéder à ces contenus, mais je veux dire, le prix à payer d'une certaine façon, c'est la possibilité de passer à l'échelle et que chacun soit éventuellement producteur de contenu sur le web. L'idée, encore une fois, qu'on peut identifier n'importe quel type d'objet. Alors, ce qu'un architecte du web qui est un peu critique de cette idée a désigné en disant les ressources, donc les ressources, ces objets abstraits, sont des anges et les URI, les identifiants du web, sont des épingles. Et donc, avec les URI, on va épingler des anges. Mais en fait, oui, d'une certaine façon, c'est ce que dit l'architecture du web. Alors, après, on peut en débattre, mais c'est tout à fait ça. Pour ça, je reviendrai un petit peu après. Donc sur le web, on peut dire qu'il n'y a pas de territoire. Il n'y a pas de territoire sans interaction. Il n'y a pas de territoire qui précède les interactions. Ce qui précède les interactions, ce sont des infrastructures qui sont liées notamment à Internet, aux couches Internet, même si évidemment le web a amené des couches supplémentaires. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a, par rapport à une vision hypertextuelle, il n'existe pas de lien entre des pages. Mais en fait, si vous avez un lien hypertexte dans votre page, ce n'est pas un lien qui vous assure de trouver une page ailleurs, c'est en fait une URI dans une représentation que vous êtes en train de consulter qui pointe vers une ressource et qui éventuellement vous donne accès à un contenu. Mais ce n'est pas un lien assuré à un autre contenu. Donc on n'est pas dans cette vision de l'hypertexte. Donc aucune autorité ne garantit que toutes les représentations sont disponibles à tout moment dans un système décentralisé. Et un point tout à fait important par rapport au réseau qui va émerger de ces interactions, alors ce que des architectes ont appelé finalement un lieu de computation, un lieu de calcul, en disant que si on manipule une ressource via ces représentations, eh bien on les manipule via le calcul qui va générer ces représentations. Un même lieu de calcul finalement peut donner lieu à des représentations qui elles-mêmes vont contenir des identifiants différents, et comme elles contiennent des identifiants différents, donc on peut dire elles citent des pages différentes, si vous voulez, on voit bien que ce ne sont pas des pages, eh bien elles vont dessiner des graphes différents. Selon la manière dont vous accédez à un contenu, par exemple si j'accède à la page du Monde sur mon mobile ou sur mon ordinateur, le contenu ne sera pas le même, les URI présentes dans les représentations ne seront pas les mêmes non plus, et donc le graphe que ça va contribuer à dessiner ne sera pas le même à chaque fois. Donc, en fonction de la manière dont je vais interagir avec une URI, ce qu'on appelle la déréférencée, et le contenu que je vais générer va en fait dessiner un graphe différent. C'est pour dire qu'il n'y a pas un graphe du web qui précède les interactions, mais qu'il faut déjà interagir avec tous ces éléments du web, et notamment le système de nommage du web, ces URI, pour potentiellement générer un graphe, faire émerger un territoire, mais qui n'est pas un territoire exhaustif du web. Puisqu'évidemment, d'autres séries d'interactions avec d'autres paramètres et à d'autres moments feront émerger un graphe différent. Alors, comment finalement s'y prend dans cette perspective Google? Puisque Google, ce que va faire Google, c'est notamment redonner au web une vision et des fonctionnalités issues de l'hypertexte. Google va avoir cette vision documentaire du web fondée sur les autorités, essayer d'identifier ces autorités en identifiant les liens entrant vers les pages. Eh bien, Google va tout simplement faire une opération qui consiste à prendre l'architecture du web telle qu'elle est comme base et ensuite à la transformer pour documentariser le web et ensuite, une fois que le web a été documentarisé, appliquer son algorithme sur ce qui sera devenu désormais des pages et des liens. Donc Google va lancer en fait donc ce qu'on appelle ces crawlers, donc des robots qui vont accéder aux différentes pages du web, qui vont aller
chercher les URI et déréférencer ces URI pour générer des représentations. Et en fait, au lieu de penser que ces représentations évoluent dans le temps ou évoluent en fonction de la requête, les crawlers vont déréférencer ces URI d'une certaine manière, vont générer un type de représentation et vont considérer que ces représentations sont les représentations canoniques qui correspondent aux URI. Et donc vont poser une équivalence entre une URI et une page. Ces pages vont être enregistrées dans l'index de Google, d'accord ? Mais ce ne sont plus des pages qui sont des pages vivantes sur le web, ce sont des pages qui sont stabilisées dans l'index de Google et en fait compter les liens entre ces pages à l'intérieur de l'index. Donc il y a une transformation des représentations en pages parce qu'elles sont intégrées dans l'index. Et à partir du moment où on maintient l'index et on centralise l'index, évidemment on peut s'assurer que les pages sont reliées les unes aux autres, que les pointeurs ne sont plus des pointeurs mais que ce sont bien des liens et calculer les autorités sur ces liens. Donc pour pouvoir calculer les autorités, il faut une première opération de documentarisation qui elle-même va largement simplifier la réalité vivante du web au profit d'une canonisation dans un index recentralisé. Donc faire de l'hypertexte, c'est possible, mais il faut énormément de moyens. Il faut d'abord le recentraliser le web, il faut le fixer et il faut avoir énormément l'infrastructure pour pouvoir faire ça. Mais ça veut dire aussi renoncer à un web plus fluent, plus vivant, ce qui n'est pas d'ailleurs un problème. C'est-à-dire que c'est un problème en termes de... Si on ignore que c'est une opération qui est accomplie, que le web n'est pas d'emblée un web de page, un web de lien, mais ça a son intérêt et évidemment Google remplit une fonction, donc il n'y a pas de critique de ce point de vue-là. Donc, Google, finalement, à partir du système de nommage du web, va documentariser ce système de nommage et les éléments qui sont issus et va les mettre en réseau. Donc la mise en réseau, elle est notamment la figuration sous forme de graphe, elle résulte de cette opération. Mais elle n'est pas d'abord toujours déjà dans le web. Il y aurait plusieurs graphes possibles, plusieurs réseaux possibles en fonction des interactions. Ce serait évidemment beaucoup plus compliqué à figurer. Donc c'est pour ça que je disais, le territoire, il faut parler de territoire ici, ne précède pas les interactions, mais il faut procéder à un certain nombre d'interactions pour pouvoir reterritorialiser le web et redocumentariser le web. Voilà, je dis à peu près la même chose, mais donc Google a ensuite initié un certain nombre de technologies comme MapReduce pour justement effectuer ce genre de calcul à une échelle plus importante et aujourd'hui essaye de canoniser les pages de cette manière avec plus de réactivité, ce qui veut dire qu'on ne voit pas forcément la différence entre le web vivant et le web à l'intérieur des pages de Google, mais il y a évidemment une différence et le web n'est pas Google. Alors, je vais essayer de poser maintenant juste quelques questions concernant un autre rapport à l'espace. Et je vais... je ne sais pas si vous pouvez l'entendre ou non. J'avais une petite vidéo de Franco Farinelli qui parle ici d'architecture, donc qui est géographe, qui parle ici d'architecture, ce qui présente un intérêt dans le cadre de mon intervention parce que... il s'intéresse à des objets qui occupent un espace et qui sont en même temps suffisamment massifs pour pouvoir apparaître sur une carte. Ils sont des objets apparemment fixes, des objets en 3 dimensions, présents dans un territoire qui est lui-même représentable au moyen, ils sont eux-mêmes représentables au moyen de cartes. Et il parle ici donc il a parlé d'architecture et considère comme étant un espace, la naissance finalement d'un espace euclidien avec la perspective au moment de la Renaissance, et il oppose un contraste avec, il parle d'Internet, et du web je pense, et donc je voulais juste vous montrer, il y a les sous-titres, donc on peut suivre un petit peu de cette manière. Esistono tante mappe della rete, naturalmente, ma che cosa ci dicono? Ci dicono dove sono i server, dove sono i router, dove sono le piattaforme, ma non ci dicono nulla circa la natura della rete, di un ambito all'interno del quale lo spazio e il tempo sono quasi assolutamente insignificanti. Ecco perché di nuovo questo luogo diventa importante. E ho detto questo luogo volutamente. Se la presa dello spazio sul funzionamento del mondo oggi è in crisi per la concorrenza della rete,
tutto ciò che la modernità ha definito come spazio, probabilmente, e comunque in una misura che va ancora accertata, torna a riassumere le proprie funzioni locali, le proprie nature locali. Io credo che questa sia una delle chiavi di possibile interpretazione di come oggi il mondo stia funzionando. Secondo una logica della eterogeneità, della discontinuità e dell'anisotropismo, che è esattamente la logica contraria a quella logica della continuità, dell'omogeneità et de l'isotropisme che qui sotto est là. Alors, je ne vais pas tout vous montrer, hein, mais si ça vous intéresse, je peux vous donner le lien. C'est une intervention tout à fait intéressante. Où il parle du lieu où, selon lui, est né l'espace moderne, l'espace de la Renaissance, l'espace de la perspective. Et à la fin de sa conférence, donc comme j'ai commencé à le montrer ici, il oppose un contraste avec l'espace d'Internet et ou du web qui est tout à fait intéressant, tout à fait saisissant. Alors, je vais essayer juste pour finir de rebondir un petit peu sur cette proposition en essayant de réfléchir à d'autres manières d'envisager peut-être la spatialité. Je ne sais pas d'ailleurs s'il faut continuer à parler de spatialité, notamment en m'appuyant sur quelques travaux de Bruno Latour et de même que Farinelli parlait de bâtiments pour caractériser l'espace euclidien de la perspective et de la modernité. Latour aussi essaye de poser la question de l'espace à partir des bâtiments, et on va voir les résonances que ça peut avoir avec le web. Alors j'ai une citation un petit peu longue, mais je pense qu'elle est intéressante, que je vais vous lire. Il dit ceci: la vue statique des bâtiments est donc un hasard professionnel provenant de leur dessin trop parfait. Or, cela ne devrait pas être le cas, puisque le rendu tridimensionnel, conception assistée par ordinateur d'un projet, est absolument irréel. Où insérez-vous les contraintes légales et urbanistiques? Où situez-vous les prévisions budgétaires et différentes alternatives relatives au budget? Où mettez-vous la logistique impliquée par l'intervention des différents corps de métier? Où a lieu l'évaluation délicate de la compétence des spécialistes? Où archivez-vous les maquettes successivement modifiées pour répondre aux exigences contradictoires des différentes parties prenantes, usagers, communautés du voisinage, défenseurs du patrimoine, clients, représentants du gouvernement et des autorités municipales? Où incorporez-vous les changements apportés aux détails du programme? Il ne faut donc pas réfléchir longuement pour admettre que si l'espace euclidien est bien celui dans lequel on dessine les bâtiments sur du papier, il n'est pas l'environnement dans lequel ils sont construits et encore moins le monde dans lequel ils sont habités. Il ajoute ceci un petit peu plus loin: à aucun moment de sa longue succession de transformations à travers la cascade d'appareils d'écriture qui l'accompagne durant son vol, le bâtiment ne se trouve dans un espace euclidien. Et pourtant, nous continuons de le penser comme si son essence était celle d'un cube blanc traduit sans aucune transformation à travers la res extensa. Alors, ça rejoint un certain nombre de considérations que Bruno Latour, qui est philosophe et sociologue, bien connu, a pu décrire dans des livres comme par exemple Paris ville invisible, où il revenait sur le fonctionnement d'une ville comme Paris qu'on ne peut pas simplement appréhender du point de vue du bâti, comme si les objets étaient fixes, mais il faut penser évidemment l'entretien de ces éléments, tout le travail de maintenance et de fonctionnement de ce qui a l'air en fait fixe, et qui en fait donne une toute autre vision que celle d'objets matériels qui sont simplement posés les uns à côté des autres. Aujourd'hui, ça c'est finalement une problématique qui s'est déplacée du côté de sa réflexion sur l'environnement. Je pense que là encore c'est assez pertinent. Réflexion sur par exemple les sols, les plantes, les champignons, l'environnement au sens large du terme, qui d'un container à l'arrière-plan, faisant partie finalement du décor, avec la crise environnementale, écologique actuelle, passe au contraire du décor à l'avant-scène et devient quelque chose de beaucoup plus dynamique, dont les éléments qui le composent en fait sont en interaction les uns avec les autres et produisent finalement un monde habitable. Donc ce qui était autrefois contenu dans un espace statique devient dynamique et contribue en fait à rendre donc le monde habitable. Et donc de ce point de vue-là, effectivement, la vision cartographique traditionnelle est une vision qui neutralise cette dynamique-là et qui donc de ce fait est extrêmement abstraite et, disait Latour, irréelle. Si je transpose un petit peu cette problématique telle qu'il la pose ici sur le web, on peut dire que d'une part sur le web on a affaire
finalement de nouveaux objets qui sont non pas des pages, des documents papier avec des inscriptions relativement durables, mais des mash-ups qui vont puiser dans des lieux de calcul distribués, des objets calculatoires. On peut donner, on n'a pas forcément à faire maintenant simplement à des pages web, on peut accéder à de l'infrastructure, à du service, à de la puissance de calcul à laquelle on peut accéder via des URI. Donc on accède véritablement à de l'infrastructure de calcul et non plus à des pages web. Donc on est très loin de la vision documentaire traditionnelle. Mais de la même manière, tous les objets sur le web, finalement, parce qu'il n'y a aucune langue adamique qui est présupposée, il n'y a aucun découpage prédonné des objets qui est présupposé sur le web. Si le web est avant tout question d'identifier des objets, eh bien cette identification elle-même pose question et elle est problématique. Alors, il ajoutait ceci, il disait que, mettant en avant l'importance ici de la controverse, le passage de ce qu'il appelle les matters of fact, les états de fait, aux matters of concern, ce qui nous préoccupe, les éléments qui nous préoccupent. Il disait donc ceci, il est paradoxal d'avancer l'idée qu'un bâtiment est toujours une chose, c'est-à-dire étymologiquement une accumulation contestée de demandes contradictoires, et d'être cependant tout à fait incapable de dessiner ces demandes conflictuelles dans l'espace même à propos duquel elles sont en conflit. Chacun sait qu'un bâtiment est un territoire contesté et qu'il ne peut être réduit à ce qui est et à ce qu'il signifie, comme l'a toujours fait la théorie de l'architecture traditionnelle. Ce n'est qu'en tenant compte des mouvements d'un bâtiment et en rendant soigneusement compte de ses tribulations que l'on pourrait exprimer son existence. Ce serait l'équivalent de la liste complète des controverses et des réussites du bâtiment dans la durée. S'il devait y avoir, du point de vue de l'architecture du web, évidemment on peut en faire autre chose, Google en fait autre chose, et on peut cartographier. Alors souvent, vous demandez, si vous voyez une carte du web avec des nœuds et des arcs et un réseau, demandez quand même ce qui a été cartographié et à quoi correspondent les nœuds, parce qu'en général, c'est sous-spécifié. Donc, on demande, mais quels sont vos nœuds ? Bon, la réponse est en général un petit peu, se laisse un petit peu attendre. Si on devait donc penser une géographie du web à l'aune de son architecture cette fois-ci, il faudrait penser ce que j'appellerais une géographie des identités. Je vais montrer ce schéma, je vais expliquer ce que c'est dans un instant. J'ai quasiment terminé. La tour dit ceci, comment est-ce qu'on construit un espace web qui est ajusté à ces matters of concern, à ces éléments qui nous préoccupent, à ces éléments controversés, ces objets controversés finalement qui nous environnent. Il dit ceci, je travaille d'après l'hypothèse que ça prend plusieurs décennies avant qu'un nouveau médium soit utilisé en fonction de son plein potentiel et que nous sommes loin d'utiliser le web d'une manière qui soit déjà intéressante. Jusqu'ici, c'est à peu près la même chose, c'est comme pour le premier train, ça nous a pris à peu près 30 ans pour réaliser qu'on pouvait avoir des corridors et des wagons. J'ai le même sentiment pour le web. Ce ne sont pas que des pages et les choses sont les mêmes que dans l'espace réel, entre guillemets. Donc mon argument est le suivant, pouvons-nous utiliser des outils de manière à ce qu'ils puissent réaliser ce pourquoi ils sont bons et que ce ne soit pas reproduire simplement des pages, mais permettre à autre chose d'émerger. Et autre chose d'émerger ici, c'est visualiser par exemple la controverse autour du bâtiment dont il était question en citation tout à l'heure. D'une certaine façon, cette vision, et la tour n'en a lui-même pas conscience, c'est ça qui est amusant, qui est assez drôle parce qu'il valide l'idée que le web est un web de pages sans prendre en compte l'opération qui doit être prise en compte de transformation du web en un web de page, qui est une opération massive. Finalement, on se rend compte quand on regarde l'architecture du web et aussi de ce qu'on appelle donc le web sémantique, qui sont des contenus qui sont structurés sur le web. Ça, c'est une vision de ce qu'on appelle le web sémantique. Au cœur du web, de manière centrale, et au cœur du web sémantique, donc ici également, on a affaire en fait on retrouve Wikipédia. Le web accorde une importance centrale à Wikipédia comme lieu, faute d'orthographe, pardon, où se constitue un accord à négocier sans cesse sur les constituants d'un collectif, donc d'un monde commun. L'architecture du web nous dit ceci. Avec les URI, chacun peut désigner les ressources qui lui plaisent. N'importe quoi, toute ressource qui a une URI est acceptable. Donc il n'y a pas d'autorité qui dit non, cette ressource, cet objet n'existe pas. On peut désigner les objets que l'on veut de la manière que l'on souhaite et donner accès à des contenus qui les illustrent de la manière que l'on souhaite.
On a ensuite, avec le web sémantique, la liberté de relier ces ressources entre elles. Je peux dire par exemple que Tim Berners-Lee a créé le web. Je relie 3 ressources, une ressource Tim Berners-Lee, une ressource à créer et une ressource web. Grosso modo, c'est ce qu'on appelle le web sémantique. D'une certaine façon, avec Wikipédia et sa version sémantisée qui est DBpedia, alors je dois tout de suite préciser que j'ai contribué à la création du DBpedia francophone. DBpedia, c'est un jeu de données qui est central sur le web parce qu'il sémantise les données de Wikipédia et donc elle-même porte sur tous les domaines. Donc on peut, évidemment, c'est tout à fait utile d'aller se lier à DBpedia. Wikipédia, donc DBpedia, offre la capacité de participer au tri des entités qui composent un collectif. C'est-à-dire que n'importe qui peut dire qu'il y a tel ou tel objet qui existe, et ensuite, ce qui se passe à l'échelle du web, c'est que les gens vont sur Wikipédia et se mettent d'accord sur les objets sur lesquels à peu près un collectif, des collectifs divers et variés, d'ailleurs ce sont des collectifs linguistiques sur Wikipédia, avec leurs inégalités notamment, mais en tout cas les éléments, les objets qui sont reconnus comme des objets existants par un collectif donné. Et pour ce faire, ce n'est pas simplement une question d'opinion qui est ici en jeu, puisqu'il faut mobiliser des sources, il faut mobiliser des porte-paroles, ce que les Wikipédiens appellent des sources secondaires, pour défendre son propos et défendre finalement l'entité que l'on va voir reconnue à l'intérieur de Wikipédia. Et une fois que cette entité sera dans Wikipédia et qu'elle sera dotée d'un identifiant, cet identifiant va pouvoir ensuite acquérir une existence centrale à l'échelle du web, puisque de nombreuses applications vont notamment s'y référer. Et là encore, la question de la controverse intervient, et Google, notre ami Google dont on parlait tout à l'heure intervient, je vais clore là-dessus. S'il y a une géographie des identités à penser, elle peut se penser à la fois donc, sur Wikipédia, où on essaye, en fonction de règles qui sont produites par la communauté, qui génèrent tout un tas de problèmes, on pourra y revenir, qui sont vraies, existantes, elles sont plutôt des hommes blancs, informaticiens qui contribuent à Wikipédia, et donc à fixer l'identité d'un collectif. Néanmoins, on reste dans une perspective qui est largement plus ouverte que la perspective que propose Google, qui a repris cette idée finalement que le web, ce n'était pas simplement un web de page. Ils le disent dans un post de blog lié au rachat qu'ils ont effectué d'une compagnie qui s'appelle MetaWeb. Le web, ce n'est pas simplement un web de page, c'est aussi un web d'entité, ce qui est en fait la vision du web qui est au cœur de son architecture. Et Google propose aujourd'hui, quand vous faites une requête, à la fois les pages qui sont pertinentes par rapport à votre requête, et éventuellement, si elle renvoie à une entité, de vous présenter des informations à propos de cette entité. C'est intéressant parce que ces informations, elles sont issues de Wikipédia, elles sont issues de DBpedia, elles sont issues d'un projet qui s'appelle Wikidata, qui est un projet mené à l'intérieur même de la fondation Wikimedia pour structurer un peu à la manière du web sémantique des contenus à propos d'entités comme celle-ci, d'entités nommées, et ensuite permettre à Google d'aller chercher. D'ailleurs, celui qui a initié le projet Wikidata à l'intérieur de la fondation Wikimedia, au bout d'1 an et demi, a rejoint Google. Donc les liens entre Google, qui était par ailleurs financeur du projet, et Wikidata sont quand même assez étroits. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je reviens à cette question de la controverse dont j'avais parlé avec Latour, et finalement cette autre vision des objets, et que d'une certaine façon, tous les objets sur le web et tous les objets sur Wikipédia sont potentiellement des objets controversés, des objets un petit peu plus complexes que des objets situés simplement en un lieu donné. Eh bien, Google a un rapport à la controverse sur ce qu'il appelle son knowledge graph qui est tout à fait particulier, puisque Google refuse en fait la controverse et affirme que si des éléments sont controversés relativement à ces objets qu'il identifie dans son collectif à lui, eh bien, il se donne le droit de supprimer ces éléments controversés de manière arbitraire et souveraine. Donc une vision complètement inverse de la vision que j'ai montrée tout à l'heure, ce qui est tout à fait intéressant puisque on voit comment finalement des éléments fondamentaux du web, le web n'est pas un hypertexte, Google le transforme comme un hypertexte, Wikipédia acquiert une centralité très importante au cœur du web avec cette notion finalement que les objets sont des objets controversés. Google reprend en partie ces contenus pour ôter la controverse des objets et en faire finalement autre chose. Donc j'avais conclu une précédente intervention en disant qu'on avait d'un côté une question qui était celle d'une démocratie ontologique, finalement une démocratie des objets, ce qui est un thème latourien, mais qui d'une certaine façon a pris corps sur le web, qu'il fallait opposer à une objectivité qui était l'objectivité d'une corporation comme Google, qui, elle, reconnaît non pas la controverse comme un élément d'objectivité, on fait des objections et donc ça fait partie de l'objectivité, mais au contraire, l'objectivité, c'est ce qui est
froid, et c'est ce qui évidemment ne fâche personne, ce qui évidemment est une conception de l'objectivité qu'on peut tout à fait discuter. Et sur ce, j'en terminerai, et je vous remercie pour votre attention. Alexandre Ménard pour ce riche exposé. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues, notamment qui ont été un peu battues en moi, démontées, discutées, corrigées. Alors, il nous reste on va dire une demi-heure environ là pour des questions. On va essayer d'aller vite vers des questions. Je ne sais pas s'il y en a déjà dans la salle. Je vais en poser une de mon côté pour vous laisser le temps de les faire venir si ce n'est pas encore le cas. Alors ce que font ça, c'est que dans les termes même qu'on utilise, on parle de navigation sur le web, on parle aussi donc du web comme une toile avec des liens, alors qu'effectivement ce n'est pas si simple que ça. On parle aussi d'ailleurs, on parle de navigation, on parle aussi de pirate d'ailleurs, enfin, c'est assez intéressant. Il y a toute une métaphore du coup, qui est vraiment faite maritime, quasiment. Assez maritime, voilà. Et donc forcément ça donne cette idée d'exploration et d'exploration d'un monde, d'un espace en tout cas. Et pourtant, la facilité, c'est ce qu'on a un peu senti dans l'exposé, c'est qu'elle n'est pas forcément toujours à défendre, elle pose un certain nombre de problèmes. Alors du coup, la question c'est est-ce que la carte est un bon mode de représentation du web? Est-ce que c'est le meilleur mode de représentation du web? Est-ce qu'on peut en imaginer d'autres en fait? Alors, je dirais qu'il y a deux, trois choses. Sur est-ce que la carte est un bon mode de représentation du web? À en juger par le succès de Google, on pourrait dire que oui, si on considère que ce sont des cartes qui sont fabriquées par des scientomètres. Donc, ce ne sont pas des cartes fabriquées par des géographes, ce qui est déjà un biais intéressant. Maintenant, mais comme pour toutes les cartes, d'une certaine façon, toutes les cartes, si on rapporte mon propos à ce que disait Latour à propos des bâtiments, opèrent une abstraction importante par rapport au territoire qu'elles entendent cartographier. Ce qui ne veut pas dire que parce qu'elles opèrent cette abstraction et qu'elles ne correspondent pas à ce territoire ontologiquement, qu'elles sont dénuées d'intérêt. Par contre, il faut évidemment comprendre l'opération qui est intervenue pour effectuer cette abstraction, mais ça ne veut pas dire que la carte n'a pas un intérêt. D'ailleurs, les cartes de tout temps ont eu un intérêt, notamment pour les puissants, pour les conquérants, pour les politiques, pour les explorateurs, etc. etc. Donc elles ont eu un usage avéré. Le problème, c'est évidemment d'oublier l'opération de simplification qui est en cause et qui fait que, dans le cas du web, on crée un territoire que l'on rend cartographiable grâce à des principes qui sont des principes par ailleurs discutables, parce que l'algorithme de Google lui-même, il a non pas mesuré quelque chose d'existant, mais induit finalement une nouvelle réalité à l'échelle du web, et il a lui-même suscité des réactions, parce qu'il se veut une sorte de métaconnecteur objectif, et en dehors finalement, comme une externalité située en dehors des interactions entre les acteurs. Mais non, les acteurs savent qu'il y a quelqu'un, un grand Manitou qui mesure tout ça, et donc essaye de comprendre l'opération de mesure qui est accomplie, de réagir à cette opération de mesure, de la comprendre, et donc d'améliorer la visibilité de leur contenu. Donc le souci, c'est plus d'offusquer finalement l'opération qui est produite pour cartographier éventuellement le web, et de penser qu'en fait la carte est un résultat naturel d'un regard posé sur le web. Or, ce n'est pas du tout un résultat évident. Ça peut être un résultat tout à fait utile, mais il faut expliciter l'opération qui a été nécessaire avant d'obtenir ce résultat. Et éventuellement, ce qui est une opération, si on prend l'exemple de Google, ce qui cartographie en fait, c'est son index. Il va chercher quelque chose, il le met dans son index, et là il fait une carte des liens dans son index. Donc cartographie l'index qu'il a généré à partir des interactions qu'il a produites sur le web. Ce qui est un peu différent que le fait de dire qu'il a cartographié un territoire préexistant. Donc si on a en tête cette complexité-là, moi je n'ai pas de problème avec la cartographie, l'idée de cartographie. Je pense que par essence, la cartographie opère cette simplification qui est utile. Mais il ne faut pas évidemment offusquer cette opération elle-même. Je dirais que c'est l'essentiel. Et moi j'étais une fois en présence de théoriciens des graphes qui avaient fait un graphe comme ça, une carte du web. J'avais posé la question que j'ai posée tout à l'heure en disant mais quels sont vos nœuds exactement? Est-ce que ce sont des sites? Parce qu'en fait, il n'y a pas d'unité site sur le web. Autant on peut difficilement parler de page avant l'opération de documentarisation qui peut être effectuée ensuite. Autant parler de site, c'est de la même manière. Où commence un site et où il finit? En fait, on a des URI qu'on va publier avec un nom de domaine identique, mais on n'a pas une sorte de sac dans lequel elle serait contenue. C'est
pour ça d'ailleurs qu'on a des moyens techniques qui se surajoutent à tout ça pour faire exister le site comme une unité logique et pratique. Mais si on ne montre pas finalement tout ce travail invisible qui est nécessaire pour générer ces résultats, évidemment on reste dans une mécompréhension et on prend la métaphore qui peut avoir son utilité, même une grande utilité, pour la réalité. Donc, ce qui est évidemment un peu dommageable, et je persiste à croire que de ce point de vue-là, le web demeure un objet extrêmement mal connu. Merci beaucoup. Peut-être prendre des questions dans la salle. Qui a des questions? Je ne sais pas si on va... Oui, moi je voulais poser aussi des questions par rapport à la dimension sociale en fait. Parce que dans ton exposé, tu évoques la centralité que Google réopère en fait, dans le web et l'espace vivant. Or, il y a aussi une espèce quand on découvre, enfin, on expérimente donc, le web à travers les réseaux sociaux, on n'est plus dans cette centralité. Donc, c'est-à-dire, de plus en plus, les réseaux sociaux sont. Enfin, Google est né de plus en plus et de moins en moins l'accès unique au web. De plus en plus, on rencontre en fait des contenus à travers les réseaux sociaux, à travers l'interaction qu'on a dans ces réseaux sociaux. Et du coup, je me demandais à quel point ça repositionnait aussi, enfin, ça reposait cette question de la géographie, en fait, où, au lieu d'explorer des contenus, finalement, on les rencontre. Quoi. On n'est plus dans un déplacement spatial, mais dans une espèce de flux où on croise des choses, des rencontres, et on ne se déplace plus, en fait. Alors, c'est pas complètement étranger, je dirais, à Google. Évidemment, j'ai déjà été très long, donc je n'allais pas encore en rajouter, mais d'une certaine façon, déjà sur Google, lorsqu'on utilise le moteur et qu'on pose des requêtes, évidemment, le type de requête qui est posé est enregistré et donc ensuite peut être reproposé à d'autres utilisateurs, donc vient s'agréger à d'autres requêtes préformées. Et puis, si on consulte Google en fait avec son compte ouvert, les résultats vont être personnalisés en fonction de notre profil. Donc, c'est-à-dire que même le réseau auquel on va accéder dans Google va être un réseau individualisé et pas le réseau auquel d'autres personnes vont accéder. Donc, en fait, on multiplie les réseaux existants dans lesquels on va taper pour générer des résultats. Donc, il y a déjà un aspect social d'une certaine façon de ce point de vue-là chez Google. Et bon, ils ont essayé évidemment de prolonger avec Google+, qui n'a pas été forcément un succès. Il y avait une composante sociale, et on se connaît, donc on peut le dire, sur laquelle tu as travaillé, à savoir avec les folksonomies et le tagging qui permettaient de réorganiser les contenus plus socialement et un petit peu différemment. Et là, effectivement, les interactions avaient aussi leur importance. Je dirais que ce que font les réseaux sociaux d'une certaine façon, et de ce point de vue-là, je ne vais pas rentrer dans leur fonctionnement, mais l'opération qu'ils effectuent à partir du web n'est pas la même opération que celle qu'effectue Google, mais ils effectuent quand même une autre opération qui est, je pense, l'idée d'essayer de se substituer au web. L'idée de grossir un petit peu à l'échelle du web. Google peut passer pour le web avec son index qu'il maîtrise, et les gens confondent beaucoup Google avec le web. Les gens maintenant confondent beaucoup Facebook avec le web. Ça devient la première porte d'entrée. Et on voit que ces acteurs en fait essayent il y a une philosophe, Isabelle Stengers, qui parle d'un processus d'entrecapture, c'est-à-dire le réseau social ou Google va s'agencer à l'architecture du web, mais d'une manière qui est conflictuelle en fait, en transformant l'architecture du web. Google va transformer le web en web de pages, de liens, en ajoutant des mesures d'autorité qui va évidemment changer la destinée du web. Facebook va faire un petit peu la même chose, notamment il y a une tentation qui existe, qui est partagée à la fois par Google et par Facebook, notamment de faire disparaître les URI pour que, effectivement, ces contenus qui sont des contenus auxquels on accédait autrefois un peu librement malgré tout, nous arrivent un petit peu comme des contenus sur un flux audiovisuel. Et pendant très longtemps, Facebook n'a pas eu d'URI qui permettait d'identifier des ressources un petit peu précises. Donc on allait sur Facebook et puis ensuite on avait tous les contenus qui apparaissaient. Lorsqu'on regarde un certain nombre d'applications qui sont développées maintenant, notamment sur téléphone mobile, alors en plus les applications sur téléphone mobile posent un problème en tant que tel, puisque de certaine façon vous n'êtes plus sur le web, vous êtes sur un web qui est complètement maîtrisé par celui qui gère l'application. Et donc vous n'accédez peut-être plus forcément, vous ne voyez plus les URI, vous pouvez plus sortir éventuellement de votre application, etc., etc. Mais en tout cas, il y a une expérimentation qui a été faite par Facebook et d'autres grands acteurs, où l'idée était en fait de resimuler le web au niveau de votre téléphone
en faisant en sorte que les applications puissent communiquer les unes avec les autres. Donc vous avez l'impression d'être sur Facebook et d'aller sur Google, mais en fait vous sautez de l'application Facebook à l'application Google et vous ne sortez jamais de l'écosystème d'applications. Et donc là, je pense qu'il y a aussi une opération d'offuscation qui est en jeu et qui vise justement à faire qu'on soit enfermé un petit peu dans ces applications et qu'on reçoive un flux un petit peu sur un modèle qui est plus celui du flux audiovisuel de la télévision. On reçoit effectivement, mais on explore moins que le modèle qui prévalait jusque-là. Donc quelles conséquences effectivement ça peut avoir sur le rapport à l'espace, la cartographie, etc. Je pense que ça multiplie en fait les espaces en parallèle les uns avec les autres. D'autres questions? Bonjour, Eric Leclerc, je suis géographe, cartographe, et j'ai travaillé un peu sur ces sujets de cyberespace, sur le projet Diaspora Atlas de la Minéchou. Vous connaissez peut-être probablement, je pense. Voilà. Donc, on a des outils, etc., pour essayer justement de donner des cartes d'ensembles sociaux. Voilà, pour être assez vague quand même dessus. Là, je ne vais pas être là pour décrire, mais simplement, au niveau des questions, finalement, ce que je me dis, c'est que ce qu'on voit, justement, cette dernière diapo qu'on a ici, ce que nous présente Google, c'est pas de la carte, c'est du texte. Et en fait, on est encore dans une espèce de dalle de l'exploration, puisqu'on reste dans des pages qu'il faut parcourir, que la plupart des gens d'ailleurs ne parcourent pas au-delà de 4-5 résultats, les premiers, etc. Donc on n'est pas dans de la carte. Ici, on est juste dans des listes de texte. Voilà. On reste dans ce rapport hypertextuel, etc. Et justement, on n'a pas entendu apparaître des outils de navigation qui seraient autres et qui, en fonction de l'endroit où on arrive, va peut-être pointer vers d'autres sources, etc. Enfin, et construire une espèce de parcours de type justement de navigation cartographique à l'ancienne, entre guillemets, où quand on regarde une carte, on va voir, j'arrive à telle carte, où est-ce qu'il faut que j'aille pour prendre telle direction, est-ce que c'est plus quoi, etc. Donc on reste dans un domaine qui est hors cartographie pour, on va dire, un usage massif de web. Quoi. Donc, bon, voilà, après, effectivement, la question de savoir est-ce qu'on peut cartographier le web, et la réponse est donnée par les dit non, on ne peut pas, ben c'est très bien en fait, parce que justement, nous en tant que cartographe, moi ce qui m'a motivé dans le projet Diaspora Atlas, c'est justement d'atteindre les limites de ce qu'on avait l'habitude de faire. Non, il n'est plus question de construire la carte du monde avec du flux, c'est pas possible, ça bouge tout le temps. Donc on est dans un autre monde, il faut concevoir évidemment à partir de là la carte comme étant quelque chose de totalement différent, avec d'autres solutions, etc. Et bon, c'est là que ça devient intéressant. Et aussi, dans la réflexion sur l'espace, puisque on n'est plus dans un espace qui est fixe, encore, un espace euclidien, repéré ou mesuré, mais on est dans ce que un certain nombre de géographes théorisent comme étant l'espace mobile. Donc, bon, voilà, on est donc dans des choses totalement nouvelles à explorer, à reconstituer. Alors, par contre, parce que ça, c'est des choses qui remarquent, mais sur des pistes de recherche, les géographes, les cartographes autour de ces travaux-là, sur les productions et les sondages. Quelque part, évidemment, on connaît mal l'architecture. Et même moi, pour travailler sur un petit peu ces espaces-là, je ne connais pas ces types d'architecture. Mais il faut voir aussi que dans le monde social, on utilise le web dans ses représentations aussi. C'est-à-dire par là que dans l'étude des diasporas sur Internet, effectivement, peut-être qu'un site, c'est une série de serveurs différents, etc., etc. Mais en fait, quelle que soit son architecture, l'unité du site sur lequel on va afficher un premier bandeau avec des images, avec des titres, avec un contenu, quelque chose de similaire, ce qui compte, c'est d'avoir cette unité qu'on va présenter aux autres. Maintenant, on va se représenter face aux autres. Donc, ma question, c'est finalement, bon, quelle que soit cette architecture, comment est-ce qu'on peut intégrer justement la façon dont les groupes sociaux s'emparent du web pour apparaître, se représenter, s'identifier, organiser. Alors, et deuxième question dans le mouvement, c'est la dimension économique qui a été abordée avec le Google, etc. On sait bien aussi que dans la production Internet, il y a très peu de personnes qui produisent, beaucoup qui regardent, etc. Bon, voilà, une répartition dans le web, pardon. Dans le web.
Donc on a aussi toujours une dimension aussi économique. Oui. Pour pouvoir faire apparaître des choses, il faut maintenir des sites, il faut payer, enfin, les gens qui travaillent, qui prennent du temps pour le faire. Donc, on voit bien aussi qu'il y a une dimension économique, quelle que soit la façon dont on termine cette mesure de l'économie. Alors, je vais répondre par votre dernière question, ce qu'on fait souvent d'ailleurs quand il y a une série de questions, on prend la dernière puis on revient. Effectivement, et je suis tout à fait d'accord avec vous, et je pense que ça fait partie d'une des évolutions actuelles du web, c'est-à-dire que initialement c'était relativement facile de publier des contenus en HTML, des pages qui avaient l'air relativement statiques, mais en fait souvent il y avait des compteurs, donc elles n'étaient pas si statiques que ça. Parfois c'était déjà des services, donc c'était pas si statique que ça, etc. Elles pouvaient avoir l'air statique, mais elles n'étaient pas, parce que effectivement si on cessait de payer pour le serveur, pour l'hébergement, pour l'électricité du serveur, tout ça tombait tout de suite. Donc c'est au contraire, ça demande un entretien constant. Ce qui est très statique demande un entretien constant, et plus c'est statique, plus ça demande d'entretien, parce qu'évidemment les standards changent, les navigateurs changent, etc. Donc conserver la même apparence, en fait, c'est impossible. Donc oui, on est dans une course contre la montre qui sera forcément perdue par celui qui va publier des contenus sur le web, et tout sur le web va disparaître. Donc, ce qui est un point assez important, d'ailleurs, il faut avoir ça en tête immédiatement. Mais maintenant, finalement, il y a une sorte d'évolution vers plus d'infrastructures. Parce que ce dont vous parlez là, c'est aussi l'infrastructure. C'est en termes de ce que les sociologues et spécialistes des science studies ont appelé, on considère comme l'infrastructure, c'est le travail caché qui permet à quelque chose de subsister finalement. Donc là, le fait de payer le serveur, le fait de maintenir les choses en l'état. Et ce travail, d'une certaine façon, dans l'évolution architecturale du web, il devient de plus en plus massif. Si on regarde les évolutions actuelles du web. Parce que j'ai mentionné rapidement le fait que maintenant, ce à quoi on donne accès, et vous avez des entreprises qui sont fondées là-dessus, alors notamment certaines qui utilisent le blockchain, donc spécialiste de ces questions, comme Ethereum par exemple, qui essaie de concevoir un web 3.0 qui est un web où on accède en fait à de la puissance de calcul. On n'accède pas à une page, on n'accède pas à ceci, on accède à de la puissance de calcul, et on peut faire ces calculs grâce à ça, parce qu'il vous donne aussi accès à un langage Turing complet qui vous permet de faire vos calculs. Et donc évidemment, l'infrastructure qu'il faut pour publier une page PDF ou une page HTML, l'infrastructure qu'il faut pour accéder à ce type de contenu n'est pas du tout la même. Et d'une certaine façon, il y a une évolution qui va vers plus d'abstraction au niveau des ressources. La ressource, c'est même plus un objet qu'on peut véritablement qualifier, c'est la possibilité d'un calcul. Mais en contrepoint de ce plus d'abstraction, on a plus de matérialité avec une infrastructure beaucoup plus lourde et qui n'est plus à la portée de l'internaute traditionnel. Donc d'une certaine façon, les contenus d'avenir sont des contenus aussi qui se soustraient à ce que peuvent faire les internautes traditionnels, ce qui n'était pas forcément le cas initialement. C'est devenu de plus en plus le cas à mesure que les technologies du web se sont alourdies. Évidemment, les services, l'édition asynchrone, etc. etc. Votre première question, c'était... La question sur aussi oui, culturel. Effectivement, je pense qu'il y a deux aspects, c'est-à-dire qu'il y a l'aspect architectural, qui pour moi est important parce que justement il n'est pas connu, et que derrière cette architecture, il y a des interactions, et donc en suivant ces interactions, on retrouve aussi du social. Donc si on pouvait suivre ces interactions, on pourrait avoir une vision de certaines communautés, de choses comme ça. Et puis il y a finalement le volet sémiotique sur l'apparence d'un site, qui a été beaucoup travaillé depuis les années 90. On s'est beaucoup intéressé au site sous cet angle-là de l'habillage, l'apparence visuelle, etc. Alors le souci, c'est qu'il faut pouvoir penser les deux ensemble, et qu'en général, ce n'est pas forcément le cas, et que souvent, même l'exemple de France Culture le montrait, l'habillage et l'apparence, l'accent mis sur l'habillage et l'apparence se fait au détriment de l'aspect architectural, pérenne, durable des sites. Donc jusqu'à présent, c'était plutôt en tension. Sur la question des communautés, je ne suis pas un spécialiste, donc je ne vais pas pouvoir répondre forcément de manière très, très avancée, mais si on prend l'exemple ici de Wikipédia, ce dont je parlais tout à l'heure de politique des choses, ce qui me semble intéressant, c'est que justement, on n'a pas forcément ici la volonté de tracer les opinions ou les croyances d'un certain nombre de communautés, mais on peut suivre finalement la manière d'appréhender les objets de personnes très très différentes qui vont contribuer sur Wikipédia, qui vont s'appuyer sur des sources qui sont des sources diverses et variées, et on va pouvoir retrouver aussi les inégalités qui vont faire que certaines voix vont se faire entendre et d'autres voix ne vont pas se faire entendre.
Tout simplement parce que pour contribuer sur Wikipédia, pour pouvoir poser des objets et dire bien le gaz de schiste c'est ça et c'est pas autre chose, les savoirs traditionnels c'est ça et c'est pas autre chose, etc., etc., il faut pouvoir mobiliser des recherches, typiquement des recherches parce que Wikipédia s'appuie sur des sources secondaires qui sont conçues comme des articles scientifiques. Alors, soit vous avez de la chance, vous avez accès à ces recherches, vous pouvez continuer, c'est comme un jeu dont vous êtes le héros, vous savez, vous avez accès aux articles scientifiques, vous pouvez continuer page temps, vous n'avez pas accès aux articles scientifiques, bon c'est terminé, vous ne pouvez plus contribuer. Si vous avez accès aux articles scientifiques, que vous avez un point de vue ou une connaissance qui elle-même n'a pas du domaine, qui n'a pas été travaillé par les chercheurs, bon, vous vous arrêtez ici. Si par contre ça a été travaillé par les chercheurs, vous continuez, vous allez pouvoir les citer. Et donc ça permet de recomposer un état du savoir qui fait que certaines populations, certaines pistes de recherche qui ne sont pas financées, par exemple, etc., sont exclues de la contribution à ce savoir, et donc on peut aussi, au-delà même des croyances, penser l'activité épistémique des communautés par ce biais-là, ce qui, je pense, est aussi tout à fait intéressant. Et pour vos remarques, je suis tout à fait d'accord, c'était ma conclusion, ça ne rend l'activité de cartographie que plus intéressante, parce que justement, il n'y a pas de territoire, parce que justement, l'activité a changé, le territoire a changé, mais par contre, il faut plus que jamais, je pense, rendre compte de l'opération de cartographie elle-même comme une opération qui se surajoute à cette réalité pour à la fois la complexifier et la simplifier. On voit que Google complexifie et simplifie à la fois, puisqu'il complexifie en s'ajoutant à tout ça, en ajoutant son index, en ajoutant des liens, et il simplifie puisque c'est plus le web vivant auquel on a affaire, mais c'est un web recentralisé dans l'index. Donc il faut penser les deux dimensions, je pense que c'est tout à fait intéressant. Il y a aussi une dimension, et je m'arrêterai là, une dimension qui est celle de l'espace, il y a aussi une dimension qui est complexe, qui est celle du temps. L'archivage du web, on aurait pu faire une présentation sur l'archivage du web, parce que l'archivage du web, à partir de ce que j'ai dit, puisqu'il faut une interaction pour générer un résultat sur le web, qu'est-ce qu'on va archiver, quelle interaction, à quel moment, et surtout, c'est une anecdote qui m'a été racontée par un ancien directeur de la recherche de l'INA, comme ils envoient, pareil que Google, ils envoient des robots pour aller chercher des contenus sur les sites ou les pages où, en fait, déréférencer les URI, faisons-nous plaisir, et comme ils ne veulent pas envoyer tous leurs robots au même moment pour ne pas surcharger les serveurs, ils les envoient à des moments différents. Et donc souvent les pages ont déjà évolué. Donc ils prennent une photo à un temps t, ils prennent un texte à un temps t+1 et ils prennent un commentaire à un temps t+3, ils associent, ils agglomèrent ces éléments qui n'ont jamais coexisté, et finalement quand les chercheurs consultent les archives, ils consultent un artefact, consultent une chimère temporelle qui n'a jamais existé. Ce qui ne veut pas dire que c'est inutile, ce qui ne veut pas dire que ce n'est pas intéressant. Mais il faut que le chercheur qui consulte ça soit bien au clair avec l'opération elle-même qui a été effectuée pour réaliser cet archivage. Sinon, effectivement, il manipule un matériau qui le dépasse. Éventuellement une dernière question. Je pense qu'on va faire la télé. Merci à tous d'être venus et merci pour les questions intéressantes. Et merci encore à Alexandre Baudin pour votre exposition. Merci beaucoup.